Les 9 royaumes ne sont pas éternels. Ils eurent leur aube et auront leur crépuscule. Mais avant cette aube, les forces obscures, les elfes noirs, régnaient sans partage et sans contestation. Issus de la nuit éternelle, les elfes noirs viennent voler la lumière nouvelle. Je connais ces histoires, mère nous les contait dans notre jeunesse. Leur chef, Malekith, fabriqua une arme avec l'obscurité et on l'appela Éther. Alors que les autres reliques apparaissent souvent sous forme de pierre, l'éther est fluide et change sans arrêt. Il transforme la matière en matière noire. Il cherche des corps pour l'accueillir et se nourrit de leurs forces vives. Malekith voulait utiliser la puissance de l'éther pour que les ténèbres envahissent à nouveau l'univers. Now might be a really good time for you to get angry. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. We know each other. He's a friend from work. Aujourd'hui, on parle d'un film de l'univers cinématographique de Marvel. This is the fight of our lives. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Bonne écoute. Avengers! Assemble. Bienvenue à Asgard. Aujourd'hui, on parle de Thor, un monde obscur, sorti en 2013 et réalisé par Alan Taylor, avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston et Anthony Hopkins. Je suis Mathieu et vous pouvez faire confiance à ma colère. Alors, bienvenue dans la rétrospective des films du MCU. Toujours en direction de Secret Wars. Peut-être qu'on va faire Doomsday vraiment en live. Là. J'aimerais bien ça. Là. En tout cas, la manière que j'aligne ça. Puis c'est ça. Fait que là, on parle du deuxième film de Thor. On commence à vraiment être rentré là, dans la deuxième phase. Le premier film de la deuxième phase, c'était le film qu'on a parlé là, il y a 2 semaines, Iron Man 3. Là, ben, tu sais, on rentre un peu là, dans. Tu sais, sans dire qu'on commence à plutôt s'aligner là, vers déjà le deuxième film d'Avengers. C'est peut-être qu'on va commencer tranquillement à s'aligner vers agrandir le MCU, parce qu'on va avoir quelques clins d'œil. Ben, on va en avoir un majeur sur les Gardiens de la Galaxie, là, mais. Pour agrandir, mais c'est comme on est un peu dans la phase sequel du premier de la première phase. Dans le fond, on est comme en train d'élaborer qu'est-ce qui a été apporté là, dans la première phase, mais en continuant, en ouvrant les portes. Puis c'est ça qu'on fait avec le film d'aujourd'hui. Kenneth Branagh, qui a fait le premier film, n'était pas vraiment intéressé à revenir au film, parce qu'en bout de ligne, là, il y avait beaucoup de projets, puis ça avait pris quelque chose comme 3 ans à faire le premier film, fait que, il a choisi là, que c'était peut-être pas pour lui. Après ça, ben, on s'est tourné vers Patty Jenkins, que j'ai parlé, dans le fond, là, qui a fait là, le film de Wonder Woman, éventuellement, puis le deuxième. Elle, je pense qu'elle venait de faire le film Monstre avec Charlize Theron. Et dans le fond, elle voulait faire un genre de Roméo et Juliette dans l'espace. Puis, où ce que, dans le fond, ça serait un peu les affaires inversées, où ce que. Ben, encore une fois, dans le fond, Thor serait coincé sur Terre pendant que Jane serait coincée sur Asgard. Et, en tout cas, ça serait une genre d'histoire de même, là. Fait que ça n'a pas plu vraiment à Marvel. Dans le fond, c'est pas ça qu'ils voulaient avoir. On en parlera tantôt, voir si, mettons, ça aurait été une bonne idée de faire cette histoire-là. Éventuellement, ben, c'est ça. On a dit merci, mais non merci à Mme Jenkins. C'est là aussi qu'on a demandé. Dans le fond, on a commencé à écrire l'histoire par l'écrivain là, du film qui avait écrit aussi Thor 1, Don Payne, qui dans le fond, il y a chaque réalisateur qui rentre dans le projet, ben. On change un peu la mouture du film, on réadapte tout ça. Mais c'est un film qui va avoir eu énormément là, de réécriture par la suite. Après ça, on va avoir rentré un monsieur qui s'appelle Robert Rodat, dans le fond, qui avait écrit Le Soldat Ryan. Fait que ça, on a de la réécriture là-dessus. On a finalement le réalisateur qui rentre
Alan Taylor qui venait de gagner un Emmy là, en 2007 pour un épisode là, des Sopranos qui avait écrit là, puis qu'il avait réalisé. Puis, dans le fond, il a fait plein d'autres affaires aussi. Le pilote de Mad Men en 2007. Puis, éventuellement, il allait faire Boardwalk Empire. Puis, éventuellement aussi, il va faire le film de Terminator Genesis là, qu'on a parlé là, dans un vraiment lointain passé du podcast. Mais lui, une fois qu'il est arrivé, ben aussi, on a d'autres écrivains là, qui ont écrit là, c'est poli le script, tout ça. Puis même, éventuellement, on a même Joss Whedon qui était rendu là, comme le directeur de créatif là, de Marvel à cette époque-là, que aussi, lui, il y a des créations, là, mais il aurait écrit un peu le script à certaines parties. Là, ça, genre 3 éléments clés là, dans le film. Là. Fait que il y a beaucoup d'idées dans le film, beaucoup de personnes là, qui vont avoir réécrit des parties. Mais c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, voir si, mettons, tout colle ensemble là, quand on est rendu avec quelque chose là, comme 7-8 écrivains sur le film, en plus de réécriture et de tout repenser le film une couple de fois. Là. Alors, le synopsis du film va comme suit. Après les événements d'Avengers, Thor tente de rétablir la paix dans les 9 royaumes. Pendant ce temps, Jane Foster découvre une ancienne force maléfique, l'éther, une substance puissante qui la possède. Son réveil attire Malekith, un seigneur des elfes noirs qui souhaite replonger l'univers dans les ténèbres grâce à l'éther. Thor doit alors faire équipe avec son frère Loki pour stopper cette menace et sauver Jane, alors qu'une convergence cosmique approche et risque d'effacer toute lumière dans l'univers. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on va parler, ça va être un peu... L'histoire, ça va être élaboré qu'est-ce qu'on a vu là, dans les 2 derniers films. Toujours, quand je parle toujours des 2 derniers films, c'est le premier puis Avengers. Je vais essayer de mettre une ligne maintenant, là, tracer une ligne plutôt. Dire que quand je parle des 2 derniers films, ça va être ça aussi pour Captain America là, dans 2 semaines. C'est comme une question là, de ne pas tout le temps me répéter. Puis c'est ça dans le fond, bien sûr on continue ces 2 histoires-là. C'est sûr qu'on va essayer de faire un peu un genre là, d'échange des affaires, des choses qu'on pouvait faire dans le premier film, puis qu'après ça on fait l'inverse de ça. On était sur Terre, puis là on est plus sur Asgard. On va parler un peu là, aussi là, de confiance. Je pense que ça va être là où on va avoir quelque chose un petit peu plus concret là, dans l'histoire. Rapport là, d'apporter Loki là-dedans, puis de si mettons on peut faire confiance à quelqu'un après tout ce qui s'est passé, puis il y a beaucoup là, un peu le genre de thématique de fond là-dedans, mais part de ça, c'est ça. C'est pas mal là, les retombées là, de notre grand succès qu'on a eu à date, là, le film d'Avengers là, qui était sorti l'année précédente. What kind of feeling? I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling, and I'm high on believing that you're in love. Alors, le film, moi je pense pas avoir vu ce film-là au cinéma à l'époque. J'étais pas vraiment là, enthousiaste sur le personnage de Thor à cette époque-là. Je l'avais bien aimé, là, correct, là, dans le film d'Avengers. Je sais pas exactement la raison spécifique pourquoi que je ne suis pas allé voir Thor. J'avais bien aimé Avengers. Pourtant, je suis allé voir Iron Man, mais peut-être que je choisissais mes projets. Là, mais bon, peut-être que je l'ai vu, mais je ne crois pas, honnêtement. J'ai pas de souvenir de ça, dans le fond. Fait que c'est le premier film qui va ouvrir avec les logos Marvel Studios. J'en ai parlé un peu là, dans les derniers épisodes où on avait les logos de la Paramount au début. Puis là, c'est ça. Dans le fond, on a effacé la Paramount. La Paramount n'a plus de rapport du tout là-dedans. Le contrat est totalement fini.
Dans le fond, ce que je peux comprendre, c'est que je pense que je n'ai pas parlé là-dedans, puis je pense que ça a été un petit peu plus éclairci là-dedans, où ce que je recherchais vraiment à chaque fois, un peu juste pourquoi que la Paramount est là. Ben, dans le fond, c'est ça, c'est l'acquisition là, de Disney là, qui ont acheté là, les studios Marvel, je pense que c'était en 2009. Puis tout avec les transactions, puis dans le fond, les droits qu'il y avait déjà, puis en tout cas, les contrats signés, tout ça, ça faisait qu'il y avait quand même juste les droits, là, quand même, là, de pouvoir avoir leur nom au devant du film jusqu'à Iron Man 3. Mais là, c'est rendu une nouvelle... il y a vraiment une ligne qui est tracée là, à partir d'aujourd'hui. Puis on est vraiment là, dans le royaume Disney à 100%. Là. C'est eux autres qui ont comme tout le domaine créatif, tout au complet. C'est sûr que Paramount, c'était plus sur le côté distribution, mais quand même, c'est vraiment là, il n'y a plus d'interférence là, du tout. Là. Fait que le film commence avec un flashback de qu'est-ce qui s'est passé avec le personnage de Malekith. Puis, en préparation là, pour le podcast, là, dans le fond, là, j'ai lu Thor numéro 344. Ça a l'air qu'il y a comme un arche d'histoire, là, un arc d'histoire, je pense, de 344 à 349, quelque chose de même. Mais j'ai juste lu le premier, juste voir un peu là, qu'est-ce que... je pense que j'avais même pas lu encore une BD de Thor. Fait que je me suis dit, bon, ben... je vais lire ça. Non, c'est pas vrai. J'ai lu une couple de... j'ai lu Avengers, puis je pense le premier Thor pour le premier Thor, justement. Là, mais bon. Juste pour embarquer dedans, là, mais dans tout ça, ben c'est ça. J'essayais de juste en même temps savoir un peu le Malekith, voir qu'est-ce qu'il était un peu là-dedans. On n'a pas vraiment du tout la même histoire aujourd'hui. Là, toujours un peu inspiré des affaires de même. Là, mais peut-être que si j'aurais eu tout l'arc, il y aurait des choses là, qui auraient pas mal été évidentes là, dans l'histoire. Sûr qu'il y a Loki et Malekith sont ensemble dans cette histoire-là. Fait que, au moins, les personnages dans l'histoire reviennent aujourd'hui dans différentes motivations, mais c'est quand même là. Mais bon, comme j'ai dit, j'ai pas lu toute l'histoire, puis c'est dans le fond, on prend juste un peu des idées, mais comme dans l'Arche, là-dedans, de cette histoire-là, ben il y a le personnage de Cursed, ou Malédiction, je sais pas comment on peut l'appeler, là, mais qui a aussi là, qui apparaît, qu'on va voir plus tard dans le film, là, mais moi je ne l'ai pas vu là, dans ma lecture. Mais c'est ça. Ce qu'on peut comprendre, là, c'est qu'on est à peu près au Big Bang, puis c'est ce que Malekith va vouloir faire pendant tout le film, retourner. Là, dans le fond, il veut pas comme détruire l'univers, comme idée. Là, c'est pas son but. Lui, c'est plus de retourner à la création. C'est pas vraiment là, de juste détruire, là, c'est juste comme de faire table rase et à revenir à un temps. Il recherche son passé, peut-être. Là. C'est peut-être un peu ça. Mais le personnage est pas vraiment élaboré. Là. Honnêtement, là, le personnage là, de Malekith, là, qui est joué là, par Christopher Eccleston, que j'ai pas vu dans grand chose, honnêtement. Je suis même pas sûr que je l'ai vu dans quelque chose. Là. En tout cas, c'est un personnage là, qui me dit absolument rien, là, honnêtement. Là. Mais qui va paraître finalement juste par un vilain qui veut juste comme détruire puis être méchant, puis c'est à peu près ça. Là. Il va être là puis il va être distingué pour avoir tué là, la mère de Thor. Ça va être ça au total. Bon, l'acteur en tant que tel, qu'est-ce qu'il fait avec le personnage? C'est correct, fait le beau, fait le méchant plutôt. Là, qu'est-ce qu'on te demande de faire là, pour la caméra? Mais ça va se tenir à ça, honnêtement. Là. Bon, la présence d'écran, ok, c'est correct. Là, il paraît bien pour qu'est-ce qu'on lui donne. Là, je veux dire, c'est correct. Là, il y a un peu une présence d'écran, des affaires de même. Mais ça va finir quand même avec un personnage très carton rendu là. Puis que ce que je peux comprendre, c'est que c'est un personnage très bien approfondi dans toutes les BD là, de Thor, ce qui est malheureux aujourd'hui. Là. Puis je pense que ça va être une tendance qui va suivre, là, en tout cas. Mais, honnêtement, c'est pas dans mes dires.
c'est plus ce que j'entends un peu partout, mais en tout cas, ou dans mes pensées récentes un peu, là, mais je reprends tous les films un peu, puis là, je les analyse là, d'une manière que j'ai jamais fait avant. Fait que là, je me rends compte là, que pour l'instant, là, c'est vraiment peut-être le premier vraiment carton là, qu'on a. Il n'y a pas de profondeur à rien. C'est pas mal juste je suis méchant et je veux juste détruire, je veux le mal tout court. Là. C'est en grosse idée globale, là, c'est pas mal ça, puis c'est tout. Là. Fait que là-dedans, ben c'est ça. Ça a l'air que le film, au départ, on n'avait pas pensé faire un flashback. Puis, c'est ça qu'ils disent dans le commentaire audio. Puis moi, ça a sonné dans ma tête comme ça. En bout de ligne, ben, c'est des Dark Elves, là, le personnage de Malekith et son peuple. Et après ça, ben, dans le fond, les premières écoutes, là, les screen tests qu'ils font, ben, les notes qu'ils ont eues, c'est. On aimerait ça avoir un peu une scène d'intro pour un peu nous mettre en place. Puis tous les films de Thor commencent de même. Puis là, ben, tu sais, je pense que c'est le réalisateur. L'écrivain n'est pas là, mais je pense que Kevin Feige, il est là. Puis je pense que Tom Hiddleston aussi là, dans le commentaire qui parle pas beaucoup parce que ça prend un bon bout avant qu'il rentre dans le film. Là, mais il arrive et ils disent ben. Ça arrive pas dans des films de Thor en général parce qu'il y a juste un film là, tu sais, c'est comme il faut se baser juste sur un film, mais c'est comme marqué sur les films de Thor. Ben moi honnêtement je trouve que ça fait pas mal Seigneur des Anneaux comme introduction aujourd'hui. Très similaire, c'est comme avec le Sauron au tout début, là, vraiment là, dans le premier là, de 2002, je pense. Puis au 2001, là, en tout cas, c'est ça, je trouve que ça fait vraiment comme ça. Là. Je veux dire, c'est calqué là, quasiment plan par plan. Là. Puis, tu sais, ben, bien sûr que c'est avec l'idée avec des elfes, des affaires de même, là, ça me fait beaucoup penser à ça. Mais, tu sais, je me dis que, on dit que ces films-là commencent par ça, ben, tu sais, je trouve que ça fait pas mal comme ça. Tu sais, c'est comme, ils veulent pas le dire parce qu'ils peuvent pas vraiment commencer à dire, ouais, mais tu sais, on a calqué Seigneur des Anneaux, mais je trouve que, tu sais, c'est comme ça qu'ils se sont fait un peu diriger, là. Fait que c'est ça. Dans le fond, Malekith, lui, il est battu dans le passé, avant le Big Bang, par le grand-père de Thor, ou le père d'Odin, si on préfère, Bor, qui c'est ça, en bout de ligne, là, plus tard, il va y avoir une petite mention là, sur le fait là, que, accidentellement, Thor va comme couper là, la tête de la statue de Bor, puis ça fait référence à une BD où que Thor va couper la tête de Bor, mais dans le fond, c'était une illusion de Loki, où il était manipulé par Loki quelque part, là, où, en tout cas, c'est un clin d'œil, mais c'est ça qu'il faut leur remarquer là, pour, au tout début, là, que c'est pas Odin qui est là au tout départ. Fait que dans tout ça, je me dis pareil. Bon, c'est déjà arrivé. Comme Sauron, justement, je parlais Seigneur des Anneaux. Beaucoup là, tout le temps, là, dans plusieurs univers, des adversaires qui ont été battus dans le passé, puis qu'après ça, ben, on essaie de nous dire que c'est la nouvelle menace. C'est peut-être un peu, à force de voir ces choses-là, que là, tout d'un coup, je suis en train d'un peu d'allumer. J'ai peut-être dit ça là, dans un passé, mais honnêtement, je pense pas avoir déjà dit ça. C'est comme plus un nouveau raisonnement, je crois que j'ai. Bon, tu sais, je sais, comme je dis, je sais pas si je l'ai déjà dit. Mais tu sais, c'est déjà un adversaire qui a été battu. Ben, tu sais, j'ai déjà dit la même affaire dans un simple film où ce que je pense que c'est dans même la rétrospective de Hulk où ce qu'on a un personnage là, qui a été battu et rebattu et qu'après ça, ben, c'est supposé être la grande menace pour la toute fin. Ben, tu sais, ce personnage-là est déjà battu plusieurs fois dans le film. Tu sais, je veux dire, et où la menace? Est-ce que ça soit Whiplash dans Iron Man 2 ou le Hulk, ou est-ce que c'est le personnage là, qui devient là, l'abomination à la toute fin? C'est comme il est battu, ce personnage-là. C'est comme il peut plus être ta grande menace à la toute fin.
Mais bon, c'est ça. C'est juste le fait qu'il revient, puis qu'après ça, ben, il a trouvé une autre manière de revenir, mais il est déjà battu. C'est comme. On sait comment le battre, hein, puis il était avancé, puis que lui, il n'a pas avancé parce que lui, il va dormir pendant plusieurs décennies, plusieurs milliers d'années. Puis que dans le fond, tout Asgard a grandi, puis des affaires de même. Puis, tu sais, je veux dire, juste par idée, là, je comprends la technologie, tout ça, puis après ça, mais tu sais, je comprends que c'est une grosse menace, mais c'est comme. Juste comme par réalité, ce personnage-là a stagné dans le temps, puis. Lui, dans le fond, avec tout le monde a évolué, fait que techniquement, ils sont pas mal meilleurs que ce qui était dans le temps. Puis, après ça, ce bonhomme-là se réveille là, après plusieurs milliers d'années et tout d'un coup, il pense qu'il est une menace. Mais bon, ça va être la menace pour le film. Fait que c'est là qu'on est réintroduit là, à pas mal tous nos personnages qu'on a vus dans le premier film, que ça soit le trio Palpatine, qui est toujours là, Sif, Volstagg, Fendral, Ogun. Puis Fendral, lui, a été recasté. Par contre, c'est Zachary Levi qui est là, dans le fond, là, le Shazam, là, que j'ai parlé au podcast. On a toujours Heimdall qui est joué là, par Idris Elba. Tu sais, je me dis, il y a des personnages ou des acteurs qui voulaient revenir, voulaient pas revenir. Puis lui, Idris Elba, ça en fait partie des personnages là, qui étaient pas super chauds à l'idée de revenir. Mais tu sais, tu t'engages à un personnage que tu sais que tu es dans un univers ou que tu vas probablement avoir une petite partie parce que tu es juste le portier de plusieurs univers que oui, peut-être qu'on va te demander de filmer pendant 3 jours, puis c'est à peu près ça. Mais tu sais, c'est ça que tu t'es engagé pour. Pourquoi parler en mal, tout court? Moi, je sais qu'Idris Elba, c'est un probablement un bon gars, parce que, je veux dire, tout le monde veut travailler avec, puis, tout le monde, je veux dire, il y a beaucoup de projets, souvent à Hollywood, quand tu commences à être trop déplaisant, ben... tranquillement, on te pousse là, tranquillement vers la porte, puis ça devient de plus en plus difficile. Peut-être qu'il est bien difficile ou peut-être qu'il ne l'est pas, mais moi, en tout cas, moi, c'est juste mon impression là, sans avoir fait de recherche dessus. Mais je me dis juste pourquoi. Puis c'est beaucoup de personnages de même. Dans le film aujourd'hui, qui voulait revenir pour revenir, comme Anthony Hopkins, qui était pas très très chaud non plus à revenir, mais ça le dérangeait moins que Mme Rousseau, que elle dans son contrat, c'était écrit carrément, tu vas me tuer à quelque part. Hein. Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, mais c'est ça, on a pas mal tous les personnages qui reviennent là-dedans. Dans tout ça, on a réparé là, le Bifrost, là, le pont. Dans le fond, ça n'a comme aucun sens quand on regarde au premier film que le Bifrost il était carrément sectionné. C'était ça à la toute fin qui mettait une fin au film, tu sais. Puis là, dans Avengers, Thor trouvait une manière. Dans le fond, il n'y avait aucune manière de retourner sur Terre. Puis, c'est ça, dans Avengers, Thor réussit par une telle manière. C'est vraiment, il reste vague là-dessus. Puis là, on s'est vraiment pas cassé la tête, là, tous les architectes là, d'Asgard, eux autres, ils ont construit, ils ont reconstruit le pont, tout ça. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ça fait juste comme... dire à la fin de Thor, là, c'était pas si pire que ça. Fait que pourquoi que Thor descend pas une fois de temps en temps sur Terre à place de tout le temps être en train là, de parler de Jane? Pourquoi qu'il revient pas sur Terre depuis ce temps-là? Je veux dire, c'est comme il va s'informer à Heimdall une fois de temps en temps, le personnage là, de Idris Elba, il va dire qu'est-ce qui se passe avec elle, tout ça. C'est comme puis lui il sait tout là, il a comme des yeux partout là, mais fait que là-dedans, bien sûr, on a Thor lui-même qui va revenir, Chris Hemsworth, que je crois qu'il n'y a pas de perruque cette fois-là. Je sais pas, je n'avais fait la mention là, dans le premier film, là, mais bon, il est toujours en forme, toujours veut être là. Ça paraît qu'il veut être là, honnêtement. Là, l'acteur, il y a comme quelque chose qui sort tout le temps de lui. Toujours, le côté acting est toujours... je pense que c'est
possiblement le plus faible de tous les Avengers, puis de quand même assez loin, là, honnêtement. Là, mais c'est sûr qu'il faut dire ça, mais l'autre côté, si on regarde, puis là, je suis pas en train de dire que c'est ce que Chris Hemsworth, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, là. Mais on peut peut-être regarder sur le fait qu'il n'est pas terrien, puis que dans le fond, qu'il a de l'air un petit peu pas tout à fait à croire en ce qu'il dit. Ben, c'est peut-être juste le fait que justement que c'est pas un terrien. T'sais, on peut peut-être pousser ça là-dedans, mais quand on le regarde à côté d'Anthony Hopkins, des fois, il y en a qui sont là, des acteurs qui vont rehausser un peu, ils vont aider à la performance là, des autres acteurs, mais c'est clairement pas le cas pour Chris Hemsworth, qui est toujours autant exécrable là, comme acteur dans le film d'aujourd'hui. Mais à quelque part, tout son charisme, puis va quand même trouver une manière là, de soutenir. Va quand même peut-être un peu compenser, mais des fois, là, c'est quand même un petit peu dur là, d'embarquer avec ce personnage-là à cause de justement là, sa performance. Là-dessus, bien sûr, quand on retourne sur Terre, on se ramasse à Londres maintenant, où ce que notre équipe d'astrophysiciens du premier film, eux autres sont toujours en train là, de travailler là-dessus, essayer de trouver des manières là, de peut-être rentrer en contact avec Asgard puis tous les royaumes là-dedans. On retrouve Jane Foster, là, toujours incarnée là, par Natalie Portman, qui elle, c'est ça, elle était bien intriguée. Dans le fond, elle avait embarqué dans le projet pas mal avec l'arrivée là, de Patty Jenkins. Que elle, sa manière de tout ça. C'est sûr que la version de Patty Jenkins, elle était plus centrée sur les acteurs, puis moins de côté de ragrandir l'univers du MCU. Fait que, tu sais, elle l'attirait beaucoup, tu sais, je veux dire, c'est une actrice, puis, tu sais, dans le fond, si on met l'emphase sur elle, tu sais, c'est beaucoup plus intéressant. Mais si, mettons, on commence à penser plus à grandir l'univers, c'est là où c'est plus plate pour les acteurs. Puis comme que je mentionnais avec pas mal tous les autres acteurs aussi, qui comme Idris Elba, que c'est juste plate pour eux autres, parce qu'en bout de ligne, ils se sentent comme des outils, mais ça n'a aucun impact sur le film. Honnêtement, il n'y a pas de. Il n'y a pas plus de meilleure performance ou moins bonne performance là-dedans. Mais c'est juste que c'est comme tu le sais avant de rentrer. Là. Fait que, pourquoi tu te plains? Puis, Madame Natalie Portman, c'est sûr que, bon, elle avait fait la trilogie là, des prequels de Star Wars. Fait que, il faut qu'elle sache un peu dans qu'est-ce qu'elle rentre. C'est une franchise, puis elle sait que la franchise est plus grosse qu'elle. Surtout à ce moment-là, on est quand même une dizaine d'années, à peu près 10 ans. Après le dernier film, là, je pense que c'était 2005. Peu importe, là, ça faisait 8 ans. Là. Mais c'est ça, je veux dire, t'as eu les retombées, t'as eu beaucoup de tout ce qui s'est passé par la suite. Fait que tu sais dans quoi tu rentres en 2011, quand pas 2011, 2009, quand tu fais Thor 1, puis c'est ça, fait que, bon. Elle est toujours accompagnée là, par Kat Dennings, qui fait le personnage là, de Darcy, que je n'ai pas vraiment parlé là, dans le premier film, puis que honnêtement, je pense qu'elle, ça paraît qu'elle veut clou. Elle, je veux dire, est motivée, puis je remarque beaucoup elle dans le film aujourd'hui. Contrairement à Natalie Portman qui ne veut absolument pas être là dans le film. Honnêtement, on aurait dû la tasser quasiment. C'est ça. Il y a quelque chose là, qui marche pas là, dans son personnage là, de Natalie Portman. On essaye d'y donner des affaires par la suite, là, comme puisqu'on fait pas Roméo et Juliette là, dans l'espace. On essaye de quand même l'incorporer dans l'histoire, mais ça serait le fun là, d'avoir un petit peu plus là, de pas de joie, mais d'un petit peu plus d'enthousiasme, là, comme quand elle va voir Thor, puis qui 40. C'est sûr que, bon, elle va devenir pas mal, là, pendant tout le film, là, elle va devenir comme ensorcelée par quelque chose, mais elle reste quand même, elle aussi, en tant que telle, là, peut-être qu'elle a de la pression, des affaires de même, là, parce que là,
est ensorcelé par quelque chose qu'ils comprennent pas tout à fait. Les affaires de même, là, tu sais. Mais c'est à pas besoin là, d'être pas mal là, quasiment sans réaction là, quand elle se fait parler. Là. C'est encore un autre boulet là, pour le film. Sinon, ben, elle, elle essaie là, de faire son deuil un petit peu là, avec Thor. Comme avec des sites de rencontres où on a le personnage de Richard, puis dans le fond là, on voit que ça marche peut-être pas, mais en bout de ligne, c'est toujours aussitôt qu'il y a une petite affaire là, pour avoir une connexion peut-être là, avec Asgard ou un autre royaume ailleurs, ben elle va tasser là, ce qui se passe là, en bout de ligne là. C'est comme ça veut dire que Thor est toujours le principal là, dans sa vie. Mais c'est ça, en bout de ligne, c'est même pas une relation à distance parce qu'en bout de ligne, ils se sont pas revus là, depuis le premier film. C'est que, comme j'ai parlé là, dans Avengers, il aurait pu faire un stop, quelque chose de même. Là. C'est comme faire un stop 2 minutes. Je veux dire, demande à Hulk de retenir Loki. Puis, tu sais, va voir Jane, fait quelque chose, tu sais. Puis après ça, ramasse Loki, puis elle retourne sur Asgard, tu sais. Mais bon, c'est quelque chose là, que je n'ai parlé de toute façon, là, que j'ai parlé d'Avengers. Mais là-dedans, ben, c'est ça, tu sais, on va avoir rajouté un peu là, au trio. Ben, tu sais, Selvig, suite à Avengers, lui, il a comme un peu perdu la tête, là, parce que lui, il a été ensorcelé là, par Loki là, pendant tout le film. Bon, c'est peut-être une question d'âge ou pas, je sais pas, je suis pas âgiste, là, c'est pourquoi que lui va perdre la tête un peu là-dessus. Tandis que Hawkeye, lui, il était ensorcelé pour pas mal. Bon, ok, il était ensorcelé pour genre peut-être une journée de moins, là, ou peut-être 7 heures de moins. Là. Fait que peut-être c'est les 7 heures décisives pour le côté là, de perdre un peu la raison. Là. Bon, il perd pas la raison à 100%, mais il devient un petit peu juste comme dépassé peut-être là, par les événements. Là. À quelque part, il va se promener tout nu alentour de Stonehenge. Encore Stonehenge qui revient au podcast. On y va souvent à Stonehenge quand je me rends compte de ça. Bon, vite de même, Transformers et Halloween 3, mais il me semble qu'il y avait un autre film là, que je n'ai parlé, là, peut-être l'année passée, quelque chose de même, là, qui avait une référence à Stonehenge. Je peux me tromper aussi, là. C'est sûr que j'ai écouté Outlander, puis que ils ne sont pas à Stonehenge, mais c'est très similaire là, en bout de ligne. Là, fait en tout cas. Mais là-dedans, ben, c'est ça. On a Selvig là-dedans. Nouvelle interne pour qui va se joindre à Natalie Portman puis à Darcy. En bout de ligne, il y a un nouveau personnage là-dedans, le personnage là, de Ian. Qui va. C'est juste que ces deux personnages qui veulent être là, contrairement à Natalie Portman. Puis même Selvig, là, toujours joué là, par Sarsgaard, il veut être là aussi. Il y a quelque chose que dans le fond, dans ce côté-là, qu'on rajoute des personnages juste pour peut-être compenser là, pour Jane. Mais sinon, ben c'est ça, on a... je vais parler des visuels tout de suite aussi là, du film qui sont... bon, la dernière fois, je parlais de Weta et ILM. Ma première question, que dans le fond, je me demandais, est-ce que c'est toujours Weta qui fait les visuels aujourd'hui? Parce que, tu sais, dans le fond, j'ai comme un petit peu lancé une courbe à ILM. Puis c'est ILM qui font la plupart là, des effets spéciaux aujourd'hui, puis Weta n'est pas impliqué. Puis, je suis quand même assez satisfait des visuels aujourd'hui. C'est sûr que aussi les visuels de Thor 1 aussi étaient quand même assez impressionnants. Puis, tu sais, pour porter là, un monde fantastique, c'est sûr qu'il y a des scènes un peu que ça paraît vraiment là, qu'on est sur des écrans verts ou qui ont été fortement retravaillés là, quand on va se ramasser là, dans le Dark World là, qui s'appelle Svartalfheim. Je vais essayer de ne pas le dire souvent là, au podcast. Mais Svartalfheim, en tout cas, prenez-le pour dire, je vais dire là, pour le plus tard, là, ça va être le monde obscur, ça va être pas mal plus simple de même.
Mais, tu sais, où ce que. Bon, il avait filmé en Islande, là, mais quand même, où ce que c'est comme retravaillé à l'informatique. Puis, tu sais, ça paraît un peu, là, mais bon, est-ce que Weta aurait mieux fait? Là? Je pense que peut-être oui. Mais pour la générale, tout, tu sais, le côté coloré, le côté là, de contraste, des enfants de même, puis les personnages là, qui sautent, tu sais, dans le fond, là, le seul quasiment à faire que Idris Elba a pu faire de plus qu'il n'a pas fait là, ben là, dans l'autre film. Là, ben, bon, il était congelé dans le premier film. Là. Mais dans le film aujourd'hui, ben, il va sauter sur un vaisseau qui va absolument rien changer. Là, qui va, oui, il va détruire le vaisseau, mais il va en avoir à peu près 15 qui vont suivre par la suite. Fait que ça va servir absolument rien. Puis la moitié là-dedans, il va avoir été transformé à l'informatique. Fait qu'il a été transformé à l'informatique. C'est pas du acting, là. Mais tu sais, pour le visuel, pour la grosse générale, c'est un film qui paraît très bien, puis les effets visuels sont très bien réussis. Personne qui ne revient pas, c'est le compositeur du premier film, je crois que c'était Patrick Doyle, qui avait fait une trame sonore quand même assez correcte. Ben là, c'est celui-là que j'avais bien aimé là, la dernière fois, là, Brian Tyler, qui revient pour dans l'univers Marvel. Puis, bon, OK, je trouve, je me posais la question si maintenant il avait repris un peu là, des thèmes, puis, tu sais, il me semble que c'était un peu pas mal similaire à Thor 1, c'est comme un peu épique. Puis, tu sais, dans le fond, la musique que Tyler va faire pour la musique, pour le film aujourd'hui, ça va bien embarquer dans le film, mais, tu sais, il y a des endroits où, surtout comme dans le moment où Thor et Loki, dans le fond, ce qu'ils essaient de faire leur manigance là, que Loki a viré sur Thor. Juste dans ce moment-là, je trouve que la musique est comme. Elle marche pas. Il essaye trop, en plus, le côté musical là, de nous vendre là, cette idée-là. Fait que ce côté musical-là, bon, elle me dérange un peu. La trame sonore est vraiment bonne, par contre. Ça l'embarquait bien, mais mis à part ce moment-là dans la trame que j'ai pas vraiment aimé. Pour la générale, Brian Tyler fait sa job. C'est ce que j'aime quand même. Il y a quand même un genre là, d'identité là, à son son. Puis, c'est une identité. C'est pas quelque chose que je pourrais reconnaître de son style, comme un Hans Zimmer ou un John Williams, là, que c'est clair, là, ou John Barry. Mais tu sais. Il se distingue beaucoup là, de la trame sonore là, de la dernière fois d'Iron Man 3, mais quand même son son, ou plutôt son idée de la manière qu'il va transposer là, ses idées pour mettre ça toute grandiose. Pour le côté d'embarquer ça là, dans un monde de Shakespeare peut-être, là, puis ça, je veux dire, il va bien faire ça là, pour sa grosse générale. Là. Mais je pense que je préfère la trame sonore de Iron Man 3, par contre. Je vais juste mettre ça clair. C'est ça ton excuse? Rien que ça? T'as rien de mieux? Parce que je t'ai vu à la télévision une fois. T'étais à New York. J'ai lutté pour te protéger des forces malveillantes de mon monde, mais j'ai fait fausse route, je n'ai rien compris. Et je pense que nos vies sont unies par le destin. Jane, j'ignore où tu te trouvais ou ce qui s'est passé, mais une chose est certaine. Laquelle? C'est que je sais. T'es sûr? Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Hey! T'as amené la pluie? On discutait avant que t'arrives. J'ai l'impression qu'on va tous se faire arrêter. Attends une seconde. Quelle allure! Tout en muscles et en cuirasse. Ça va, l'espace? L'espace va bien. Fait que, on se ramasse au bout du film où ce que Jane elle va trouver, toute son équipe là, avait trouvé là, qu'il y a comme genre des convergences un peu partout. Là. C'est comme les 9 royaumes sont comme tout alignés. Puis il y a comme des sur Terre, il y a comme un endroit là, que dans le fond, c'est tous des contacts là, qui lui dit qu'il y a quelque chose qui marche pas là, à un tel endroit. Fait qu'ils vont se ramasser là. Puis, tu sais, bon, l'idée est quand même assez. J'aime l'idée en bout de ligne. Là, c'est comme ils vont lancer une bouteille en bas là, d'un certain nombre d'étages. Puis, dans le fond, la bouteille va revenir par en haut. C'est juste que dans le fond, c'est juste un peu jouer avec des affaires de même. Je trouve ça, je trouve ça le fun, à quelque part. Je sais qu'on va avoir un personnage plus tard qui va jouer beaucoup avec ces genres d'idées-là. Mais, tu sais, dans le fond, de voir ça là, sans voir
ce qu'on va voir plus tard, ben, c'est... puis juste jouer ça là, sur le côté grandiose, sans trop élaborer, ben, dans le fond, à la toute fin du film, là, on va jouer avec ça là, énormément. Mais c'est ça, c'est là où ce que Jane, elle, dans tout ça, elle va se ramasser, parce qu'elle va, il y a une genre de, je sais pas, faut que j'appelle ça, tout ce phénomène-là s'appelle la convergence, là, mais elle, dans le fond, elle va trouver un genre de passage, là, puis elle va se ramasser là, dans un autre monde, puis qu'elle va tomber là, face à une... bon, je ne vais pas dire une monolithe là, du million, l'Odyssée de l'espace, là, mais je vais penser un petit peu à ça. En gros, là, elle va tomber là, comme un bloc de pierre, puis que finalement, ben, elle va être infectée là, de... Ce qu'on va apprendre, dans le fond, à être la première pierre là, de l'infini, là, ce qui va être pas mal toute la saga, dans le fond, là, éventuellement. Mais, tu sais, dans le fond, ça va être imprégné en elle. Là. Ça va être comme tout sablonné, quelque chose de même. Là. Puis on va avoir même le droit à toute une séquence là, de Nathalie Portman là, sur un fond. Ben, dans le fond, elle a été filmée là, sur un écran vert. Puis après ça, ben, on va la filmer dans plusieurs plans. Puis où ce qui dans le fond, on va avoir mis tout du rouge alentour de elle. Là. C'est pas vraiment des effets visuels qui sont réussis. Comme je dis, la plupart, ça fait pour le gros visuel, mais ça, c'est un des pires plans là, dans tout le film où c'est tout entouré de rouge, tout ça, puis c'est clairement au CGI. Je veux dire, dans le fond, je comprends qu'ils savent peut-être pas comment faire ça. Mais fais-le pas au CGI rendu là. Fais juste du rehaussement d'une manière au lieu de juste faire tout parce qu'il est clairement pas là. En tout cas, moi, c'est une manière que je vois ça, mais bon, ok, je suis pas un spécialiste là, des effets spéciaux. Mais je suis un spécialiste de les regarder, peut-être. Je sais pas si je peux dire ça. Mais bon, fait que. Là-dedans, ben c'est ça. En faisant ça, ben ça réveille Malekith, que lui, c'est ça. Il est comme sur son vaisseau spatial en train de dormir depuis le début des temps. Puis depuis qu'il était ramassé là, par Bor, le grand-père de Thor. Puis c'est ça, fait que elle, ben lui il commence à comploter là, pour pouvoir aller chercher Jane. Puis dans le fond ça fait comme ça résonne dans tout l'univers, il faut croire. Puis que finalement ben Thor est envoyé sur Terre pour pouvoir aller chercher Jane. Puis dans le fond savoir c'est quoi qui a brassé de même tout ça. C'est très nébuleux un peu. Honnêtement là, j'ai de la misère à suivre le film. Je me suis promené un peu partout pour essayer de comprendre tout le film, toutes les nuances qu'il essaie de faire dans tout ça. Ça m'a aidé beaucoup aussi pour de voir un peu là, des easter eggs, des affaires de même, là, comprendre le film au complet, mais je suis vraiment là, dans les... la fois initiale, je pense que je l'avais revu par la suite, éventuellement, pour arriver à Thor Ragnarok. Puis, c'est ça, là, je vais me le taper 2 fois, mais... Même des fois, il y a le commentaire du réalisateur et Kevin Feige qui m'a aidé un peu. Mais tu sais, je veux dire, l'Internet aussi a fouillé un peu partout, a essayé de comprendre, là, genre, étape par étape, qu'est-ce qui se passait, tout ça. Je veux dire, c'est... Puis il y a beaucoup d'affaires, c'est théorique aussi. Il y a des affaires, là, c'est comme peut-être que c'est ça qui s'est passé. Mais c'est vraiment, là... le réalisateur va finir par dire que ça c'est pas vraiment sa version du film qu'il voulait avoir. Dans le fond, Marvel ont pris pas mal là, le film de lui en bout de ligne. Lui, il a filmé le film, puis après ça, ben Marvel l'a pas mal terminé. D'après ce que je peux comprendre, puis peut-être pour ça aussi qu'il va pas revenir là, pour faire le 3e film. Là. Je le sais pas, je suis pas rendu à Ragnarok. Mais bon, peut-être qu'il fait un autre projet aussi. Là, j'ai aucune idée. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire exactement c'est quoi qui se passe. Dans le fond, c'est ça, ils vont nous expliquer un peu là, c'est quoi qui vient de se passer, tout dans leur jargon là, de tout interplanétaire, tout ça. Mais là, tu sais, comme tous les 9 royaumes sont alignés, puis ça fait que là, tout un peu l'univers est déstabilisé là, au complet. Puis, ce que je peux en comprendre. Mais ça réveille tout le monde, puis comme tout en même temps. Pourquoi que c'est tombé directement sur Jane? C'est comme c'est un hasard. Puis les hasards, là, je veux dire,
ça marche quand t'as 8 ans, là. Mais quand, je veux dire, t'as vu d'autres films avant, puis tous les hasards, des fois, tu sais, des fois, on peut en laisser passer. Mais tu sais, des hasards qui sont tellement improbables que c'est comme impossible. Ben, c'est ce qu'on a une couple de fois aujourd'hui. Puis ça, tu sais, c'est plate. Parce qu'en plus, quand tu écoutes le commentaire, ils sont là en train de parler là, de l'écrivain du film, là, Don Page, qui a écrit le film, puis qui a plusieurs affaires là-dedans qui font. Puis tu sais, c'est beaucoup aussi, comme toute la coïncidence de plusieurs affaires. Que c'est lui qui a écrit, puis que dans le fond, il est décédé là, d'un cancer avant la sortie du film. Je trouve ça plate, là, mais je dois parler de son travail à quelque part, puis c'est pas le meilleur travail. Tu peux pas dire qu'un écrivain est un bon écrivain quand dans le fond, il n'y avait aucune raison de faire un lien entre deux affaires, puis tout d'un coup, juste arriver, bon ben, c'est juste comme par hasard que Jane elle tombe à le bon endroit, puis que c'est elle qui est, je sais pas, emprisonnée, là, pas emprisonnée, là, mais qu'elle est sous l'emprise là, de la pierre là, de l'infini, tu sais, ou de l'éther, là, en tout cas. Puis même à la toute fin, ils sont dans une caverne. Puis comme par hasard, ils sont dans la même caverne où il y a comme une sortie là, de l'autre univers, de la Terre, où ce qui était au début. Tu sais, comme par hasard, elle retrouve les clés, tout ça, puis elle revient au tout début du film. Non, c'est pas de la bonne écriture. Ça. C'est vraiment plate, là. Puis je trouve ça vraiment plate de savoir que l'auteur est décédé peu de temps après, là, mais avant que le film sorte en plus. Là. Mais c'est ça. Je veux dire, c'est ce que c'est ce qu'il a laissé là, dans l'écriture, mais en même temps, je sais que ça vient vraiment de lui, c'est ce qu'ils disent dans le commentaire, à quelque part. Mais il y a eu quand même beaucoup de personnes qui ont coupé, qui ont retravaillé par-dessus aussi, peut-être aussi pour faire des éléments qui ont coupé puis qui ont retravaillé d'une autre manière. Puis le film a été coupé aussi. À quelque part, il y avait un long film peut-être, là, puis après ça, il y a des fois les bouts ne se joignent pas tout le temps si parfaitement comme un bloc de Lego. Là. Mais c'est ça. Fait que là-dedans, Malekith, lui, il va planifier là, une attaque là, sur Asgard. Puis, comme je l'ai dit, c'est le grand moment là, pour Idris Elba là, de pouvoir montrer un peu une performance ou ce qui va sauter sur un des vaisseaux. Mais c'est ça, il y en a 15 qui vont suivre. Malekith va arriver, puis il va dire juste à son équipe, là, fermez la machine, puis faites juste vous écraser sur Asgard. On fait juste une grosse attaque. Là-dedans, on a comme le bras droit là, de Malekith, là, Algrim, que lui, juste avant comme tout commencer ça, là, il va avoir comme pledgé son allégeance à Malekith et Malekith, puis après ça il va comme y avoir il va le poignarder, puis il va comme y planter une pierre pour qui va pouvoir comme je sais pas, c'est comme une genre d'adrénaline, quelque chose de même, puis qu'il va devenir un genre de super shredder là, une fois qu'il va être à l'intérieur là, du royaume là, d'Asgard. Il va passer là, par le donjon là, où dans le fond où il y a tous les prisonniers, puis où est-ce que Loki s'est rendu. Tu sais, Loki, là, je n'ai pas encore parlé, là, c'est plus le 3e acte, là, mais lui, il est rentré, là, dans le fond, le film a commencé, puis tu sais, si on le regarde où est-ce qu'on était, quand il finit à Avengers, Thor l'amène à Asgard. Mais, tu sais, c'est comme, il est arrivé à Asgard, puis il a dit, moi, je te laisse au bas des gardes. Tu sais, il s'est même pas rendu au royaume, aller revoir sa mère, des affaires de même, puis Odin, tout ça. C'est comme, c'est d'autres personnes qui s'occupaient de Loki par la suite, pour l'amener en face d'Odin. Tu sais, ok, c'est correct, là, en bout de ligne, là, c'est genre... Même si tes films-là se suivent, des fois, il y a des affaires qui sont un petit peu réécrites, là, puis il faut essayer de faire coller ça ensemble entre les films. C'est comme si, ce que je peux comprendre aussi encore dans le commentaire audio, c'est que ces films-là sont faits en parallèle avec d'autres aussi. Il y a des plans de Londres qui ont été pris
pendant qu'il filmait Le Gardien de la Galaxie. Puis dans le fond, il pouvait comme un peu joindre les deux productions ensemble. Puis des plans qui n'avaient pas été utilisés là, dans Gardien de la Galaxie. Ou puisqu'eux autres étaient à Londres, ils étaient capables de prendre d'autres plans. Puis coller ça pour en faire là, dans le film d'aujourd'hui. Puis, je veux dire, ça marche dans les deux sens. Puis, il y a beaucoup d'affaires qui marchent en même temps. Puis, c'est ça. Mais bon, là-dedans, ben, on avait Algrim, là, c'est ça, que lui, il a été capturé au travers de tout ça. Ben, je sais pas, au tout début, là, on voyait là, quand il était sur un champ de bataille, là, il était à Vanaheim. Puis que, tu sais, toute l'introduction de Thor là, au tout début était quand même assez bien réussie. Il était sur le champ de bataille, puis là, il y en avait un gros colosse là, qui arrivait en face, puis que juste avec son coup de marteau, il cassait en 1000 morceaux. Là, je pense qu'il s'appelait Korn ou quelque chose de même, là, ce personnage-là. Mais tu sais, c'était super. Korn, en tout cas, c'est Core, je sais pas, en tout cas, j'ai très mal écrit. Là. Je suis pas capable de le lire. Mais c'est ça, fait que je sais pas. D'une manière, ils ont capturé Algrim, puis que lui, il va arriver, puis il va se sortir de sa cellule parce qu'il a pris son genre d'adrénaline, en tout cas une pierre adrénaline. Puis il est capable de défoncer les portes magiques, les grillages. Je comprends pas. Je veux dire, je comprends juste pas comment que la force brute peut passer au travers là, de ces les murs de prison. Là. Je trouve juste ça trop farfelu. Je me dis, ça a juste comme pas de sens. Bon, ok, dans cet univers-là, peut-être quelque chose peut avoir du sens parce que là, d'une telle manière, mais je me dis, c'est comme un rayon puis qui est juste comme pété en donnant des coups dessus. Il est super fort, là. Il devient le personnage de Cursed, ce que je peux comprendre, puis qui est un adversaire là, qui se trouve là, dans les pages aussi là, des BD de Thor, mais bon, dans le fond, c'est une manière là, pour juste arriver au tel point là, pour trouver juste une manière de se débarrasser de René Rousseau, d'un. Puis de trouver une manière là, pour que Thor et que Loki, là, dans le fond, puisse se rapprocher puis devenir un duo. C'est ça un peu dans Marvel. Puis même des BD, on a Batman, Superman ou n'importe qui d'autre. Je parle de DC, mais ces personnages-là, des fois, il faut qu'ils soient contre, mais des fois, il faut qu'ils soient ensemble. Puis, dans le fond, il faut qu'on soit capable de jouer avec ça dans tout. Mais quoi que les films font ça des fois aussi. Là, des fois, ils s'arrangent là, pour quand on est dans des suites. Que des fois, on essaie de virer les choses de bord. On est des fois là, des alliés, puis dans un autre film, on est des adversaires. Puis, des fois, là, dans le double sens là-dedans. Là. Puis ça fait des dynamiques intéressantes parfois. Des fois, je veux dire, c'est juste vraiment de la gimmick. Là, mais je sens qu'on va parler de ça assez souvent là, dans toute la couverture là, de la franchise. Mais c'est ça. Ça fait que ça arrive à... en bout de ligne, là, c'est vraiment de trouver, là, parce que le grand méchant Malekith doit juste avoir une manière là, de se distinguer. Puis là, lui, ben c'est ça. Il va avoir tué le personnage de Frigga. Et pour avoir motivé là, le Thor là, de vouloir prendre une alliance avec son frère. C'est ça. C'était plus une question là, de contrat aussi là, pour que René Rousseau là, se fasse tuer là-dedans. Mais en bout de ligne, quand les autres regardent, bon, ben, il faut qu'on tue ce personnage-là. C'est dans son contrat. Dans le fond, elle n'a jamais été morte là, dans les comics. Là, d'après ce que je peux comprendre, là, elle n'est jamais morte. Il y a des histoires là, de What If, des affaires de même. Là, que des fois, là, Thor a perdu sa mère, quelque chose de même, ou qu'elle n'est pas là, des affaires de même. Mais ou une figure maternelle là, que je pouvais comprendre, là, je pense la mère de Sif, quelque chose de même. Là. Mais c'est ça, on inventait ça un peu là, pour le film. Ça, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je suis pas puriste là, que ça soit n'importe quoi en bout de ligne. Dans tout ce que j'ai pu lire, des fois ça l'aide à voir qu'est-ce qui s'est passé alentour, puis voir comment on était inspiré des affaires de même. Mais c'est toujours un nouveau médium.
Puis dans le fond, c'est toujours réinterprété là, selon les murs là, du médium, puis qu'on peut faire n'importe quoi. Dans le fond, on réinterprète là, pour un certain public là, qui est le public là, cinéphile. Mais c'est ça, de la tuer, c'est ça. On avait, dans le fond, c'était un peu faire l'inverse du premier film. On avait Odin dans le premier film, qui était pas mort, mais qu'en bout de ligne, qui était inactif pour la moitié du film. Ben là, c'est ça. On trouve, bon, ben là, on peut pas remettre Odin encore sur le dos. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va prendre sa mère, puis on va la mettre sur le dos, elle, mais définitivement. Fait que, c'est la même affaire, dans le fond, là, qu'on fait, là, en fait d'idée, là, que le premier film. Quand Malekith fera sortir les terres de Jane, cette arme sera exposée et vulnérable. Je les pulvériserai simultanément. Et si tu échoues, cette arme terrible risque fort de finir entre des mains ennemies. Le risque est bien plus grand si nous ne faisons rien. Les elfes sont peut-être au-dessus de nos têtes et on n'a aucun moyen de le savoir. Si jamais il revient, ses troupes tomberont sur 10 000 Asgardiens, prêts à combattre. Et combien de pertes subiront les nôtres? J'en perdrai autant que nécessaire! Alors, on arrive au moment où Tom Hiddleston, il rentre pas mal là, dans l'histoire. Là, dans le fond, lui, quand le Curse, là, lui, quand il a commencé à faire son carnage là, dans le donjon, ben, il a suggéré au Curse là, ou à Algrim où est-ce que le trône était. T'sais, il dit, bon, ben, tu devrais peut-être prendre là, l'escalier de gauche, quelque chose de même, là. Dans le fond, sa mère, c'est sa mère adoptive, là, puis Loki, à quelque part, il y a une scène entre Tom Hiddleston et René Rousseau, là, puis quand même pour montrer là, qu'il tient à sa mère, puis il est fâché envers son père. C'est-tu un côté maladroit, mais c'est ça, à quelque part, est-ce qu'il voulait juste comme avoir une vengeance sur Odin? Mais en même temps, il sait bien que sa mère elle va être à côté, puis là, finalement, qu'elle se fait tuer, c'est sensiblement, c'est pas mal sa faute. Puis, le film va pas explorer du tout le fait que ça pouvait être Loki qui a donné ça, là, en bout de ligne, que l'idée vient de Loki. C'est comme on saute par-dessus toute cette idée-là. Tout le royaume au complet n'a jamais questionné le fait que ça pouvait être Loki qui a comme montré c'était où la salle du trône. Mais en même temps, il est-tu nono quelque part? Je dis pas qu'il doit avoir des panneaux qui disent bon ben la salle du trône est par tourner à gauche, puis trouver un panneau qui est marqué vous êtes ici, puis non, je pense pas nécessairement, mais c'est comme monte par en haut, puis éventuellement, c'est sûr que c'est super énorme, mais bon, c'est normalement assez clair que ça doit être pas mal vers le haut. Tu dois avoir un ascenseur pour monter, puis ça doit être quelque chose comme ça là, vraiment en haut pour pouvoir voir partout. Là. C'est pas bien compliqué normalement. Mais bon, c'est peut-être ailleurs. C'est peut-être prendre l'ascenseur en bas, tout ça, puis tout bien enfoncé là, dans le fin fond de la terre. Ça se peut aussi. Mais bon, si je me dis depuis le temps qu'ils sont là, bon, c'est ça, qui est endormi aussi là, depuis plusieurs milliers d'années. Là. En tout cas, je veux dire, tu sais, Google un peu Asgard avant, là, puis après ça, tu vas savoir aussi, là, mais je comprends en bout de ligne dans l'histoire, ils veulent montrer que Loki, c'est de sa faute, puis qu'à quelque part, ben, tu sais, il se sent coupable, mais c'est ça. Est-ce qu'il se sent vraiment coupable? C'est ça l'autre question. Est-ce que c'est encore une manière... Puis c'est ça l'affaire du personnage de Loki, que je veux juste noter de même. La dernière fois qu'on l'a vu dans Avengers, j'avais pas trippé. Autant que je l'avais quand même aimé dans le Thor 1, je l'avais pas vraiment aimé ou apprécié là, dans Avengers, mais je retrouve le Loki de Thor 1 dans le film aujourd'hui. Il veut être là. C'est pas qu'il voulait pas être là dans Avengers, mais il est vraiment devenu un personnage carton, comme vilain dans Avengers. Puis là, ben, il est redevenu un personnage nuancé. Contrairement à ce qu'on avait dans Avengers, il est pas juste vilain pour être vilain. Puis, tu sais, on se pose des questions de vraiment ses motivations tout le long du film. Mais, tu sais, honnêtement, je suis rendu au point où ce que je me dis,
il n'y a aucune bonne motivation. Puis probablement que même quand il y a un bout où ce que Thor va le voir, puis qu'il a comme tout détruit sa cellule, ben je pense que c'était même une manière de manipuler Thor. On peut tout de même arriver puis contredire le fait de me remettre au visage que Thor, ben tu sais, Loki va sauver Thor aussi, il aurait pu arriver puis vraiment le laisser se faire tuer là, par le Cursed. Oui, peut-être qu'il aurait pu faire ça, mais en même temps, je pense que d'un côté, même si Loki a essayé de poignarder Thor pour le tuer, mais je pense qu'il ne veut pas vraiment le tuer. C'est comme il va faire quelque chose, mais vraiment le choix décisif, je me rassure qu'il meurt. Je ne crois pas que ce Loki présent, là, la version cinématographique de Loki, veut la mort de Thor. Il est vraiment jaloux de lui. Il va. Dans le premier film, il s'arrange pour qu'il soit banni là, d'Asgard. Mais je crois pas qu'il est prêt à se vraiment. Mettons qu'il est capable d'avoir la tête de Thor. Il s'arrangera pas pour ça. Il va peut-être comme un peu se venger de lui ou quelque chose de même, mais de vouloir le tuer, il serait pas prêt à aller là. Il y a comme un côté où même s'il sait que c'est pas le fils d'Odin ou quelque chose de même, là, tu sais, c'est sûr qu'Odin, c'est comme ça que ça finit. Thor 1, il y a un côté là, où il veut plus. Lui, Odin, il aurait le choix d'avoir sa tête, je crois. C'est ça qui se passe aussi. Je pense que c'est là où il arrive et qu'il dit, bon, ben, Cursed, tu peux peut-être aller prendre l'escalier de gauche, puis aller ramasser la tête d'Anthony Hopkins en même temps. Peut-être qu'on peut voir ça de même, mais c'est toutes ses motivations. Puis on va revenir là, dans le fond à la dernière séquence. Mais ça reste que c'est quand même assez intéressant, pareil, de tout décortiquer le personnage de Loki. Puis toutes ses motivations. Puis comment que, dans le fond, beaucoup de personnages sont naïfs alentour de ça. Mais c'est ça, Thor, lui, il commence à. Je sais pas, il va défier Odin parce qu'Odin, lui, il est plus dans un côté, on va reprendre Asgard, puis on va attendre que Malekith essaie là, de rattaquer Asgard, puis dans le fond, on va se défendre, puis on va tous les tuer un par un. Mais là, c'est là où Thor, Thor, lui, il refuse le trône. Mais il est quand même assez bright pour savoir que sa place, c'est pas sur le trône, mais que il faut peut-être poursuivre Malekith parce que là, lui, il va se ramasser. Là, il va rattaquer, puis ça pourrait être encore plus fatal. Il va y avoir d'autres mondes qui vont mourir, tout ça. Fait que aussi bien là, juste essayer là, de l'avoir peut-être quand il est pas prêt, tout ça. C'est pas un côté. C'est similaire un peu au premier film là, comme idée, mais il veut peut-être moins rentrer là, avec des gros bras, puis peut-être plus rentrer intelligemment pour vraiment juste pas une idée là, de juste remettre le monde à sa place là, comme qu'il avait fait là, avec les géants de glace là, dans le premier film. Mais c'est ça, il y a besoin de Loki dans le fond là, pour avoir une sortie secrète, quelque chose de même, parce que c'est ça, Odin il est pas en train là, de le laisser, il est pas prêt à laisser Thor partir pour aller ramasser le Malekith. Fait que il va s'arranger avec Heimdall là, pour je sais pas, pour qu'il puisse passer en dessous peut-être là, du pont du Bifrost, tout ça. En tout cas, dans le fond, c'est une séquence d'effets spéciaux, tout simplement, là, où il faut en coller une, puis qu'il y a une raison, là. Puis je pense que c'est pour ça. On s'est dit, Odin, bon, ben, regarde, je veux dire, dans le fond, tu vas être le vieux arrogant en bout de ligne là, qui va dire, bon, ben, nous autres, on va se battre jusqu'à la mort, là. Puis, tu sais, où ce que Thor, il faut qu'il embarque son raisonnement. Là. Fait que, tu sais, puis dans le fond, là-dedans, on bénéficie là, d'une scène d'action qui est quand même correcte, là, en bout de ligne, puis que ça donne un peu des moments pour Sif, pour, en tout cas, tout le trio patelin, là, pour qu'ils s'amusent là, un peu. Parce qu'ils ont absolument rien à faire du tout du film là. Il y avait plus à faire dans le premier film. Dans le film d'aujourd'hui, là, il n'y a absolument rien. Même, il y a comme une jalousie qui est installée. Là, on voit là, par les regards là, de Natalie Portman là, puis vis-à-vis là, Sif, là, comme s'il y a quelque chose. Mais en bout de ligne,
C'est comme ils se voient pas en bout de ligne. Puis je pense que Thor, dans tous les peu de temps qu'ils ont réussi à être ensemble, peut-être, mais ils ont passé une nuit ensemble là, dans le premier film. Fait que peut-être qu'ils ont eu le temps là, de parler un peu, qu'il y avait peut-être quelqu'un, peut-être pas. Là. En tout cas, c'est peut-être pas le genre de discussion que tu peux avoir, là, mais bon, c'est en même temps. Thor est bien dans l'autre monde, là, fait qu'il n'y a pas tout à fait là, le même. Il peut parler en transparence aussi, là, c'est bien correct aussi. Fait que. Mais tu sais, c'est comme. C'est un peu apporté, mais c'est pas vraiment apporté. C'est jamais vraiment clair, mais c'est ça, tu sais. Là, une fois que Loki est libéré, il y a une scène là, de tout où ce qui va se métamorphoser avec en plusieurs personnages. On a un caméo là, de Chris Evans là, en Captain America dans tout ça. Tu sais, c'est clairement, là, il utilise des poteaux, puis tu sais, des super gros poteaux pour pouvoir faire les transitions. C'est vraiment nono, là. Je veux dire qu'il n'y a pas besoin là, on n'a pas besoin d'ILM là, pour faire ces transitions-là. C'est comme il y a un poteau qui apparaît, puis tout d'un coup, il change de forme. Là. Puis c'est correct, à quelque part, là, ils vont jouer avec le fait que. C'est tout. D'un côté, c'est embarqué intelligemment là, du côté là, de pouvoir se métamorphoser, parce que ça nous rappelle qu'il peut se transformer en n'importe quoi. Il peut nous faire des illusions, mais on a vu ça avec toute sa cellule un peu plus tôt. Puis aussi le fait qu'il peut transformer Thor en quelque chose d'autre ou en quelqu'un d'autre. Parce que là, dans le fond, c'est ce qu'ils vont avoir besoin pour pouvoir vendre leur idée. Que dans le fond, Loki, il a viré du mauvais côté, là, du côté obscur dans le monde obscur, qui dans le fond, qui va avoir essayé encore là, de poignarder Thor, puis ils vont même y couper la main, puis dans le fond, que Thor va vendre. Nathalie Portman, il va la vendre à Malekith. Pas la vendre, là, mais dans le fond, il veut juste avoir une vue là, sur le royaume d'Asgard pendant qu'il est en train de se faire détruire. C'est comme tout bien plausible ces affaires-là, mais dans le fond, c'est toute une mise en scène là, des deux frères pour pouvoir finalement les prendre pendant qu'ils sont pas sur leur garde, justement. Mais c'est quand Malekith, lui, il a ramassé. Il ramasse Jane. Puis, tu sais, je veux dire, sont comme là les deux frères où il a coupé la main. Puis, tu sais, dans le fond, ils font toute leur grosse scène. Puis là, Malekith, lui, il a le temps de prendre l'éther de Jane. Puis, comme tout prendre les pouvoirs. Puis après ça, il commence à se sauver. Puis là, c'est là où les frères, ils arrivent. Puis ils disent, bon, ben là, c'est. Où ce que finalement, on se rend compte que c'était une illusion dans tout ça. C'est comme. Tu sais. Quand Malekith, il était juste déstabilisé au tout départ, c'était là que tu avais juste attaqué. Tu n'avais pas besoin de faire toute cette grosse scène-là. Puis, tu sais, Jane la rend encore au pire l'éther en elle. Mais c'est ça. Tu sais, c'est comme. Là, ils ont donné l'éther à Malekith. Mais bon, c'est correct. Sinon, on n'aurait pas la grosse scène spectaculaire là, de la fin. Là. Là, je dis spectaculaire, je pense que oui. On cherchait à faire quelque chose d'aussi grandiose que Avengers, mais sans faire juste les grosses armées contre grosses armées. Là. On a essayé là, de faire quelque chose de grandiose. Puis, finalement, ils vont réussir à retourner à Londres. Là, comme j'ai dit, là, ils vont se battre. Ils vont finalement tuer Algrim de tantôt. Puis Loki, lui, va se faire tuer, mais en tout cas, on pense qu'il s'est fait tuer, mais il s'est pas fait tuer. Là. Je trouve ça plate des fois quand on a des scènes de même, puis que finalement, ben c'est ça. Dans le fond, c'est une. On s'est fait avoir d'un côté. Mais tu sais, il dit un peu ses pensées, peut-être pas ses pensées. T'sais, il va finir avec des mots comme je l'ai fait pour, mais tu sais, 3 petits points, on sait pas c'est qui, c'est-tu pour lui, c'est-tu pour sa mère, c'est-tu pour Thor, mais tu sais, je trouve que ça aurait été une belle finale pour le personnage, mais tu sais, c'est le vilain de Avengers, c'est le gros film puis à ce moment-là, c'était genre le 4e ou 5e film le plus rentable de l'histoire. C'est un des plus gros films qui existent. Puis de tuer son vilain,
qu'on avait gardé vivant à la toute fin. On aurait pu le tuer à la fin d'Avengers aussi, mais qui meurt de même. Ça aurait été un grand moment, mais à quelque part, il y a encore du potentiel à faire pour le personnage de Loki. Fait que je sais pas si ça aurait été une bonne affaire de le tuer. Là. À ce moment-là, dans le temps, je trouve que c'est bon. Oui, c'est pas dans Avengers, mais c'est un personnage là, qui vient de Thor. Mais je pense que ça aurait été une bonne idée. Là. Au pire, à ce moment-là, de le garder pour le 3e film. Puis de faire ce qu'on a fait là, c'est correct là, en bout de ligne. Mais c'est ça, fait que lui, dans le fond, juste pour finir sur Loki, qu'est-ce qu'il va faire, puis après ça, je reparlerai là, à la toute fin du film là, pour de ce qu'on va laisser dessus. Mais il va retourner à Asgard, puis tu sais, la manière qu'il va aller rencontrer Odin, puis Odin, il va lui dire. Il va se faire passer pour un garde, puis il va dire bon ben on a trouvé le cadavre de quelqu'un, puis Anthony Hopkins va se retourner puis va dire Loki. Mais dans quel sens qu'on apporte cette phrase-là? Est-ce que c'est Loki parce qu'il se rend compte que le garde c'est Loki, ou que finalement c'est le corps de Loki qu'ils ont trouvé? Je vais oser espérer que c'est le fait qu'il se rend compte que c'est Loki, mais je vais pencher peut-être plus dans le côté qui pense que c'est vraiment le corps de Loki qu'il a trouvé, par rapport à ce que l'autre scène qu'on a vue avec Thor, qu'en bout de ligne, il commence à être un petit peu plus peut-être orgueilleux, quelque chose de même, il perd peut-être un peu son jugement là-dedans. Puis c'est ça. Fait que tu sais, c'est sans manquer de respect au personnage ou à M. Hopkins, tout ça, mais tu sais, je pense qu'à quelque part, il commence à perdre son jugement, là, comme qu'on a vu là, pour ce qui a commencé là, le 3e acte. Fait que pendant ce temps-là, ben c'est ça, Thor va avec Jane, là, ils vont réussir à se ramasser sur Terre, finalement ils vont réussir à retrouver tous les personnages du début, puis finalement ben, Sylvie va se ramasser avec eux autres. Il va savoir que dans le fond, là, tout ce qui doit se passer là, va se passer à Greenwich. Qui est comme, dans le fond, là, le 0 degré là, sur Terre. Là. On a tout mis sur Greenwich. Je sais pas exactement pourquoi on a choisi Greenwich. Là, toutes les fusions horaires, là, je pense que c'est 0 qui commence à partir de là. C'est ça, c'est comme notre centre, la Terre, en bout de ligne. C'est mathématique ou c'est plus un côté carte. Là. C'est comme, je pense pas qu'il y a un côté mathématique. Il n'y a pas vraiment un 0 sur la Terre. Là. Je veux dire, la Terre est ronde. Mais bon. Je pense que c'est là où les scientifiques qui ont fait la Terre, puis en tout cas, le côté là, de faire la carte des affaires de même, je pense que c'est ça. Puis la fusion horaire, là, je pense qu'il était juste à Greenwich. Là. Fait que c'est pour ça qu'ils ramènent ça à Greenwich. Là. Mais bon, ça laisse à vous informer là, de votre côté. Là. Fait que là, ça va être une grosse bataille de peut-être n'importe quoi, n'importe où. Vous savez que quand je parle de n'importe quoi, c'est juste c'est du n'importe quoi, mais c'est un n'importe quoi qui est cool, là, quelque part. On se promène entre les univers, pas mal, beaucoup entre le monde obscur puis la Terre, où ce que dans le fond on va le balancer là, des véhicules là, qui vont tomber là, dans le monde obscur, puis mais il va y avoir aussi quand même un genre de clin d'œil. Là. Il va y avoir la bête qu'on a vue au tout début là, du premier film là, du monde là, de Jotunheim là, qui va quand même s'appointer. En tout cas, c'est pas la même bête, là, mais je veux dire, c'est une bête pareille. Là. Mais c'est ça, je veux dire, en tout cas, en bout de ligne, là, où Thor va se battre contre Malekith, puis ça va se battre là, en tous les royaumes, tout ça. C'est quand même cool à voir un peu. On essaie de faire une variance là-dedans. Puis, pour le temps, puis pour tout un peu, de trouver une finale. Un combat final, ben, je trouve que c'est quand même assez bien réussi comme idée, puis qu'est-ce qu'on peut apporter. Pendant ce temps-là, ben, on a Darcy et Ian, là, qui eux autres, en bout de ligne, ben, sont en train là, d'essayer d'esquiver des coups, puis en bout de ligne, ben, ils font comme un peu la vision du simple citoyen qui pognait un peu au travers de ça, puis qu'en bout de ligne, ils se font attaquer là, par l'équipe là, de Malekith, tout ça, puis en bout de ligne, ben, ils vont finir là, qu'ils vont s'embrasser à la toute fin.
en bout de ligne. En bout de ligne, elle le rabaissait depuis le début du film, puis là, ben, tout d'un coup, elle finit dans ses bras. C'est comme un petit peu très basique là, comme idée, mais c'est correct. Là, on n'a pas besoin de plus que ça. Sinon, Selvig et Jane, eux autres, ils ont comme trouvé, puis celle-là, je la comprends pas tout à fait. Là, ils ont trouvé une manière là, de comme savoir où ce que ou même contrôler un peu les champs gravitationnels, où ce que ils vont comme apparaître un peu partout, mais ils vont pouvoir les influencer. Puis c'est dans le fond, ça va être la manière où ce que qu'on va se débarrasser là, de Malekith. Puis qu'on va réussir comme à sortir l'éther de lui, parce qu'on va le faire comme, je sais pas, il va être pogné avec puis tu sais Thor là-dedans, puis tu sais il y a comme Malekith lui réussit à faire sortir l'enfer là-dedans. En anglais, je trouvais ça drôle parce que quand je lisais justement le comic là, de 344 là, de Thor, ben tu sais quand il parlait de l'enfer, c'était toujours Hell, mais avec un simple L, puis je savais pas c'était quoi, puis c'est le commentaire qui m'a comme réalisé que c'était pas une erreur d'orthographe, c'était vraiment c'est comme ça qu'ils appellent l'enfer là, dans le monde de Thor. En tout cas, je trouvais ça le fun, là, c'est juste une coïncidence que je suis tombé là-dessus. Mais tu sais, il va réussir à faire apparaître l'enfer. Puis je pense que le combat avec c'est comme pas très clair parce que c'est comme juste l'écran est rouge en bout de ligne là, puis ça fait juste se combattre dans une genre de tempête de sable. Mais c'est ça, on réussit. Je pense que en bout de ligne, avec tous les champs gravitationnels, ils réussissent à comme coincer Malekith, puis finalement, ben c'est ça. Ils réussissent à le renvoyer dans le monde obscur, puis un peu dans l'idée là, de la loi du retour, que les vaisseaux dans l'attaque d'Asgard, ben, où ce que ces soldats devaient comme fermer la clé, puis les vaisseaux s'écrasent. Ben, dans le fond, ça va se faire écraser là, par un de ses propres vaisseaux. Fait que ça va pas mal finir de même là, pour Malekith. C'est un peu durable comme fin, là, mais tu sais, honnêtement, l'idée est meilleure que qu'est-ce qu'on a. T'sais, en bout de ligne, ça va un peu là, se promener entre les royaumes, des affaires de même. C'était intéressant, mais ça devient redondant rapide. Je vais en finir là-dessus. Fait que là-dedans, ben, le film finit quand même assez rapidement à partir de là où Thor va retourner à Asgard, puis finalement pour parler, avoir son dernier discours avec Odin. Puis, tu sais, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois que tu écoutes le film, que tu penses que c'est Odin. Puis la deuxième fois, ben que tu te rends compte que c'est Loki qui parle. C'est comme il y a des messages qui sont passés. Je pense que Loki est un peu quand même assez conscient de toutes ces... il est capable de dire des affaires du bon côté envers Thor, mais c'est en même temps sachant... Il sait comme un peu sa place, mais... Il sait quoi dire, puis en même temps, ben, tu sais que Thor va partir ailleurs, ben, dans le fond, il va aller rejoindre Jane un peu. Puis, tu sais, en bout de ligne, que Thor veut pas prendre le trône, fait que ça fait l'affaire à Loki aussi, mais tu sais, sous la couverture d'Odin. Tu sais, je sais pas s'il a tué Odin. C'est ça que je me demande. Je me rappelle un peu là, de Ragnarok, là, qui est un petit peu plus récent, mais quand même encore assez loin. Je m'en rappelle pas. Je sais qu'Anthony Hopkins est là, mais il est-tu mort ou pas ou quelque chose de même là, je me rappelle vraiment pas là, d'où ce qu'on est là, avec Odin. Mais c'est ça, c'est comme dans les deux sens, Odin n'aurait pas dit quelque chose de bien différent de qu'est-ce qui se passe comme scène. C'est ce que je pense. Tout simplement, puis c'est ça, fait que ça a quand même du sens pareil pour qu'est-ce qui se passe, mais le côté que c'est Loki qui finit sur le trône, ben c'est ça. Ça fait une dernière twist que si mettons on était un peu attentif que Loki fait des twists tout le long du film, ben qui se ramasse sur le trône, ben c'est quelque chose qu'on pouvait voir venir d'un côté, mais je trouve que c'est quand même assez bien fait là, pour la fin, comme pour se dire, il va-tu vraiment tuer son père, là, va-tu vraiment le tuer, Odin? Peut-être que finalement, là, si Odin avait le dos tourné, quelque chose de même, là, que finalement il l'aurait tué, là, c'est une possibilité, là, mais je pense que on n'aura pas de réponse là, dans Ultron.
Sinon, ben, on est laissé les scènes post-génériques. Là, on a un lien direct là, avec le Gardien de la Galaxie, où ce que, dans le fond, on a Sif et je crois que c'est Volstagg, qu'eux autres vont donner le Tesseract à... Tu sais, il y a une théorie en passant sur le Tesseract, là, que c'est... ils ont utilisé le Tesseract là, pour pouvoir réparer là, le Bifrost. Peut-être c'est ça, là. Fait que c'est pour ça que ça donne une raison, là. Mais sinon, ben c'est ça. Le collectionneur, lui, il y arrive, là, joué par Benicio del Toro, c'est le premier lien là, qu'on a avec Gardien de la Galaxie. Mais ils vont donner comme la pierre d'Aveb. En tout cas, je ne sais pas. Je trouve ça un petit peu nono, là. Tu sais, peut-être qu'il va y avoir un peu une explication là-dedans. Tu sais, il arrive, puis tu sais, il voit pas de choses à faire avec ça, là. Tu sais, mais tu sais, ça met en place, là, ce qu'on va connaître être comme j'ai parlé tantôt, là, une pierre de l'infini, tout ça, puis ça nous met en place là, pour toute cette grande histoire-là. Qu'on va parler là, dans un autre épisode là, où je vais plus me concentrer là, à savoir c'est quoi là, c'est toute cette affaire-là, mais côté comique en bout de ligne, je sais bien là, où est-ce qu'on s'en va là, avec ça, mais j'aimerais ça avoir plus vraiment m'investir, savoir ça un peu plus, là, puis ça je vais en parler là, quand on va en arriver vraiment dans un film approprié. Sinon, ben, on a le côté là, de Jane que, dans le fond, elle s'est retrouvée là, dans son appartement, puis dans le fond, attendre encore tard, puis savoir si elle allait revenir ou pas, puis genre, elle passe 2-3 jours toute seule, puis finalement, ben, le film finit avec Thor qui va finalement se pointer chez elle, mais que finalement, ben, ce qui est plate de savoir dans le générique, c'est que finalement, ben, c'est pas Nathalie Portman qui est là pour embrasser Chris Hemsworth, c'est dans le fond, c'est sa femme. Dans la vraie vie, là, qui va finalement avoir une perruque là, de Natalie Portman sur la tête pour embrasser le Chris Hemsworth. C'est correct en bout de ligne, là, je veux dire, je suis pas pour l'adultère, mais c'est comme à quelque part, je pense qu'il était en train de filmer ailleurs, puis on a juste comme collé ça ensemble. Mais en même temps, ben, c'est ça. Nathalie Portman ne voulait pas être là, puis on a trouvé une manière juste super rapide là, de faire un dernier petit, je veux pas dire accouplement, mais c'est juste qu'un peu les deux soient ensemble. Puis c'était plus facile de même, là, puis c'est bien correct. Alors, en conclusion, honnêtement, là, méchant fiasco. c'est l'enfer, là. C'est probablement là. Je veux pas dire c'est le pire. Je veux toujours garder là, Iron Man 2 là, le pire là, de la franchise à date, mais les deux là, ils peuvent être vraiment fiers là, d'être des frères, là, être les deux pires là, de la franchise pour l'instant. Là. Ils peuvent se taper sur l'épaule puis être pas mal là, quasiment le coude à coude. Là. Mais bon, je laisse ça encore là, à Iron Man 2 qui avait trop de il y avait trop d'affaires là, qui se passaient, vraiment tout croche. Mais ce film-là est pas loin derrière. Je veux dire, c'est un rouge. Là. Honnêtement, là, je peux pas endosser le film d'aujourd'hui. Là. La seule affaire que j'ai, là, c'est je veux dire, j'aime Tom Hiddleston qui arrive trop tard dans le film. Visuel du film, je veux dire, il est remarquable pour la générale, à part la scène là, de Nathalie Portman sur l'écran vert qui est devenu rouge. Là. Mais à part de ça, bon, ok, la plupart des performances, il y en a qui veulent être là, il y en a qui veulent pas être là. Ça se sent, je veux dire, le film est réécrit je veux dire, il a été réécrit avant, puis on a été réécrit maintes fois là, pendant le tournage. C'est des choses qui arrivent, là, ça arrive vraiment souvent. Là. Il y a toujours quelqu'un qui est en train de réécrire pendant le tournage, mais ça se sent quelque part que, dans le fond, on avait trop d'idées pour pouvoir faire le film, puis dans le fond, on a juste comme pris qu'est-ce qu'il fallait qu'il arrive là, pendant le film, puis que finalement, on a tout mixé ça dans le blender, puis c'est ça a juste comme recraché qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Puis il manque juste un peu là, c'est plate ce que je dois dire. C'est peut-être qu'on avait besoin d'une autre histoire au départ. Puis d'avoir peut-être pas une idée là,
d'avoir quelque chose d'autre. Puis tu sais, je pense que honnêtement, on aurait dû aller avec peut-être le Roméo et Juliette de l'espace. Peut-être qu'on aurait dû faire ça. Au lieu d'arriver encore avec un vilain, puis de trouver quelque chose, ben, c'est sûr qu'il y aurait eu un vilain là-dedans, mais de trouver un genre d'idée globale, au lieu de comme refaire un peu le premier film, mais juste, dans le fond, avec sans saveur. Puis c'est ça qui se passe beaucoup avec le film d'aujourd'hui, c'est qu'il manque beaucoup de saveur. Fait que, honnêtement, là, puis le vilain, là, il est vraiment carton, honnêtement. Là, c'est vraiment plate. Mais tu sais, je comprends l'idée, au pire de Disney ou de Marvel, d'arriver que, tu sais, il faut pas vraiment comprendre le vilain. Le vilain, c'est un vilain. Il a juste besoin de faire sa job, d'être vilain. Puis que dans le fond, pour les jeunes enfants, ben tu sais, qu'est-ce qu'on veut être? On veut être le héros, tu sais, c'est comme ça qu'ils veulent approcher ça. Puis je comprends cette idée-là. Puis c'est ça qui me fait peur un petit peu, par contre, comme pour tout le restant des affaires de même. Puis quand c'est un personnage qu'on a déjà vu, là, au premier film, ça va, on peut donner des excuses un peu, puis commencer à travailler sur le personnage lui-même. Mais là, on est rendu à la 3e sortie du personnage, puis là, ben, tu sais, qu'est-ce que tu peux apporter de plus? T'as comme pas le choix là, de faire quelque chose d'autre qui élabore alentour. Puis c'est ça qu'on n'a pas vraiment aujourd'hui. On a juste un personnage carton qui arrive. Puis c'est ça, on se sert, le monde a aimé Loki dans Avengers. Loki n'était pas spoilé être bien là dans l'histoire aujourd'hui, mais à cause d'Avengers, c'est là qu'on l'a ramené. Puis une chance, parce que c'est là où le bout, peut-être le 10 minutes dans l'introduction là, le 3e acte, là, tout le bout un peu là, de la confrérie, pas mal, là, où on a Thor et Loki qui sont ensemble. Je pense que c'est le meilleur bout du film. Puis ça dure genre 10 minutes, là, puis c'est vraiment pas assez pour endosser un film, là. Mais bon. Fait que Rouge, pas mal assez ferme pour le film d'aujourd'hui. Dans 2 semaines, on va parler de Captain America, le soldat de l'hiver. Puis celui-là, j'ai vraiment hâte de le réécouter. Parce que c'est le film où j'ai commencé. Tu sais, bien que j'ai aimé Avengers, bien que j'ai aimé Iron Man 3. C'est le film qui m'a fait quand même ouvrir les yeux sur quand même l'univers de Marvel, où je me suis dit, il peut avoir quelque chose, mais honnêtement, je pense que je l'ai écouté vraiment juste la fois au cinéma. Je sais que je l'ai réécouté par la suite, mais je pense que j'étais pas à 100% attentif que je l'ai réécouté. Je faisais d'autres choses en même temps. Fait que ça va vraiment être la... Puis tu sais, avec tout, vraiment avoir embarqué qu'est-ce que j'ai fait là, dans les derniers temps, les dernières années, dans le fond, là. Mais tu sais, que je veux dire, je suis pas mal plus embarqué là, dans la rétrospective, là, puis les films, puis de pouvoir plus comprendre qu'est-ce qui va se passer là, dans le prochain film. C'est le film que j'ai vraiment le plus hâte là, depuis, je pense, le début de la rétrospective, là, d'arriver à ce film-là, puis comprendre les personnages, puis de voir où est-ce qu'on va, puis tout ça, où est-ce qu'on est allé, puis tout ça. Fait que j'ai vraiment hâte là, de parler là, de Captain America et le soldat de l'hiver au prochain podcast là, dans cette rétrospective. Sinon, n'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Qu'est-ce que vous pensez du film d'aujourd'hui? Je suis peut-être là, vraiment dans le champ. Peut-être que Thor, un monde obscur, c'est peut-être le film ultime de Marvel. Parce que, honnêtement, je pense que personne va en parler, mais dites-moi vos points. Gênez-vous pas là-dessus. Sinon, n'hésitez pas à partager là, le podcast sur n'importe où, ce que vous pourrez penser peut-être là, qui pourrait être intéressant pour n'importe qui. Ou sinon, ce qui pourrait être aussi plaisant aussi, c'est bien sûr si vous, mettons, vous voudriez faire un don pour le podcast là, pour, dans le fond, couvrir un film là, qui est de votre choix, non franchisé, mais qui est accessible pour moi. Quelque part, c'est 2 petites contraintes, mais que, je veux dire, dans le fond, il y a tellement de films dans l'univers que je suis certain qu'on est capable de s'entendre sur un très bon film ou 3 bons films à couvrir. Sinon, je vous laisse là-dessus. On s'en parle dans 2 semaines dans l'univers de Marvel sur le film de Captain America. Alors d'ici le prochain épisode, Avengers, assemblez-vous. Everybody wants a happy ending, right? But it doesn't always roll that way. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement.
J'espère que vous vous êtes bien amusés. I can do this all day. Yeah, I know. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. If we can't protect the Earth, you can be damn well sure we'll avenge it. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. I'm nothing without this suit. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. Okay? Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. I have an army. We have a hope. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. I recognize the council has made a decision, but given that it's a stupid-ass decision, I've elected to ignore it. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Truth is, I am Iron Man. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. Sit down. Final warning. En espérant vous voir au prochain épisode. there was an idea called the Avengers Edition. The idea was to bring together a group of remarkable people, see if they could become something more. See if they could work together when we needed them to fight the battles that we never could.